Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast politico-économique du Centre Patronal. Nous avons pour ce deuxième épisode la chance à nouveau d'avoir deux invités de marque, Florence Betchart-Narbel, Stéphane Krebs. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Florence Betchart-Narbel, d'abord, vous avez plusieurs casquettes politico-associatives et même professionnelles, et je vais ici prendre le temps de les mentionner. Vous êtes titulaire du brevet d'avocate depuis 2002. Vous avez été élu en 2011 au Conseil communal de Lausanne du premier coup, et vous y êtes resté une dizaine d'années. Vous avez été élu en 2017 au Grand Conseil vaudois, et vous y avez été réélu en 2022. En 2020, vous êtes entré à la vice-présidence des libéraux radicaux vaudois et vous en êtes devenue la présidente le 1er janvier 2023. Vous en êtes donc l'actuelle présidente. À côté de ça, vous avez également beaucoup d'engagement dans le monde des fondations. Vous êtes présidente du conseil de fondation de l'Arsenic, membre du comité ProSenectute Evo. Je les cite rapidement, sans donner votre fonction exacte à chaque fois, mais en gros des comités, des conseils de fondation Santos Soares pour la recherche médicale, Coup de pouce, Fonds vaudois de la lutte contre la précarité, École de soins et santé communautaire, Montétan pour l'enfance et l'adolescence, Fondation vaudoise pour la culture, pour terminer. Voilà. Ça fait déjà beaucoup, et en plus de ça, vous avez été pendant 10 ans responsable politique et droit à la FRC, à la Fédération romande des consommateurs, et vous êtes aujourd'hui, d'un côté, membre de la commission de la concurrence à Berne, et vous avez une fonction d'avocate chez Comity SARL, bureau de conseil juridique spécialisé notamment en protection des données. Voilà. C'est exactement ça. Ça fait déjà pas mal. Alors, oui, politiquement, vous avez connu une ascension importante. Comment est-ce que vous expliquez cet intérêt pour la chose publique, qu'elle soit communale, cantonale, pour le management de parti, qui se traduit aussi quelque part dans cet investissement dans toutes ces fondations? Qu'est-ce que c'est votre histoire à cet égard? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, moi, je suis entrée dans la politique toute petite parce que j'ai un papa qui a fait beaucoup de politique. Et donc, pour moi, ça faisait partie de ma vie en étant petite fille. Après, c'est vrai que j'ai pas du tout été dans les jeunesses de parti. J'ai commencé tard, sur le tard, en étant revenue à Lausanne. Ils cherchaient des femmes pour la liste au conseil communal de Lausanne, au PLR. Et puis, quelqu'un savait que j'aimais bien la politique, a dit « mais demande à Florence ». Puis moi, j'étais prête à m'engager. Puis j'étais élue du premier coup un peu par surprise. J'étais un peu la surprise, effectivement, de ces élections 2011. Puis après, ça a été vite un engrenage parce que c'est vrai que d'être élue au conseil communal, c'est une chose, mais d'être dans la stratégie du parti, c'est une autre chose. Et puis, c'est pour ça que moi, je me suis vite engagée dans les appareils du parti, présidente de la section lausannoise, parce que c'est là qu'on détermine finalement la stratégie d'un parti. Et je trouve que c'est aussi ce qui est intéressant. Puis moi, ce que j'aime dans la vie politique, et puis c'est ce qui ressort des fondations dans lesquelles je suis, c'est la diversité des actions. Moi, j'adore être un jour dans le domaine culturel, le lendemain dans le domaine plutôt de la santé. Je trouve que ça amène beaucoup. C'est finalement une formation sur le tard aussi, d'être dans toute cette diversité de causes. Et puis alors, vous avez beaucoup de facettes différentes, de compétences différentes. Et j'aimerais mentionner un article du 24 heures qui vous présentait, qui a paru le 22 août 2017. Et cet article avait pour titre « Pas besoin d'être de gauche pour défendre les consommateurs ». C'est vrai ? Oui, je pense que c'est vrai. Je pense qu'un consommateur n'est ni de gauche ni de droite. En fait, il va faire ses courses, il consomme. Et puis, il faut le défendre. Et je pense que moi, ce qui m'a toujours tenu à cœur, par exemple, un des premiers dossiers que j'avais eu à la FRC, c'était le démarchage téléphonique. Je trouve que le démarchage téléphonique, c'est quand même fortement nuisible. C'est très nuisible pour les personnes âgées, notamment, qui se font beaucoup, beaucoup avoir. Et je trouve qu'on n'a pas vocation, même au PLR, à défendre des entreprises qui arnaquent. Et je pense que c'est ça, un peu la limite qu'on peut fixer, c'est aussi de se dire, on défend ceux qui se retrouvent face à des situations
où c'est pas juste, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment pas juste, d'arnaquer ces personnes âgées. Et moi, ça, j'en ai encore, même que je suis plus à FRC, j'ai encore beaucoup d'exemples qui arrivent. Et je trouve qu'on doit aussi, à droite, se poser la question de ce genre de cause et pas laisser tomber, notamment la cause des consommateurs. Il y a aussi un domaine qui est en cours d'élaboration aux chambres fédérales où là, peut-être que je suis pas tout à fait sur la même ligne que le parti suisse, à voir, mais c'est l'action collective où je pense que il manque un instrument d'action collective au niveau suisse et je pense que ça serait de nouveau pas pour défendre, pas pour aller contre les entreprises, mais pour celles qui se comportent mal dans le marché. Et je pense que même les organisations patronales n'aiment pas quand ils ont des entreprises qui sont des arnaqueuses. C'est pas pour le bien finalement de l'économie d'avoir ce type d'entreprise. Absolument. Voilà, au fond, pour votre portrait dans les grandes lignes. Maintenant, Stéphane Krebs, vous êtes maître horticulteur paysagiste, administrateur, écrivain, enseignant, président d'association. Vous avez passé, j'ai pas trouvé le chiffre, mais plus de 15 ans au conseil communal de Blonay-Saint-Légier. 18 ans et demi. 18 ans et demi. J'étais pas loin, je suis content. Vous l'avez présidé également. 2 ans. 2 ans. Et vous êtes aujourd'hui administrateur de Krebs Paysagiste SA, colonel à l'armée suisse et président du centre patronal. Ça fait aussi pas mal de choses. Alors tout d'abord, l'entrepreneuriat, cette vocation pour le métier d'horticulteur paysagiste. Sauf erreur de ma part, ça semble être une affaire de famille. Il me semble que votre père et votre grand-père étaient paysagistes. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre découverte de ce métier et nous parler de l'histoire de Krebs Paysagiste SA? Oui, bien volontiers. Mon grand-père a créé l'entreprise en 1937. Mon papa l'a reprise. Je l'ai reprise suite à pour être que mon papa me l'a vendue. Après, on est tenté de se dire qu'il y a une obligation de reprendre une entreprise familiale, il y a une pression et tout. Peut-être, mais ça n'a jamais été le cas pour moi. Mon papa m'a toujours dit tu feras ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire. J'aime bien le bois, j'aime bien travailler sur le bois, donc j'ai fait plein de stages à l'époque. Puis j'ai vraiment choisi le métier qui me plaisait bien. Et j'ai fait la même chose avec mon fils, qui suit dans l'entreprise. Donc voilà, mon fils est la 4e génération. Maintenant, par rapport à moi, c'est vrai que la végétation, je préfère visiblement le bois vivant que le bois de meubles comme ceci. Okay, qui est très bien. Mais... Ouais. Et c'est devenu, c'est une passion. C'est une passion. Ouais. Après, par rapport au fait de reprendre une entreprise, je dirais que c'est quelque chose qui se construit déjà depuis qu'on est tout jeune, quand on a envie de faire des choses, on est entreprenant, on veut créer, on veut participer, on veut construire quelque chose, on veut réaliser. Et les choses se mettent en place, puis après c'est un alignement. Quand on commence, on y prend goût, puis on crée, on participe, on organise quelque chose, on travaille avec un milieu associatif, et les choses se prennent et de fil en aiguille, ça vient parce qu'on l'apprend, quoi. Il n'y a pas d'école pour entreprendre, ça s'apprend. Et c'est surtout un état d'esprit. Et aujourd'hui, quels sont les enjeux au sein de ce métier, au sein du métier de paysagiste? Alors, ils sont multiples. Ils sont multiples tout d'abord par rapport à l'environnement. Alors, ça l'a toujours été, mais maintenant, c'est une forme de reconnaissance. Quand on disait il faut planter des arbres, il faut faire attention à la chaleur, au climat, c'était des discussions qu'on avait, mais qui n'étaient pas forcément entendues. Maintenant, les constats climatiques, sans vouloir les porter de manière dogmatique, mais simplement sont bien présents, et du coup, on est écouté. Et les solutions qu'on apporte, elles sont pragmatiques, justement. Et c'est ça qui fait la force de notre métier à l'heure actuelle. Alors, comme mentionné tout à l'heure, vous avez aussi une longue carrière citoyenne. Ce qui vous concerne au sein du législatif de Blonay-Saint-Légier. Vous avez aussi présidé la section vaudoise de l'association Jardin Suisse pendant 9 ans. Vous avez présidé l'association Promove, j'espère que ça se prononce comme ça, Promove, oui. Qui promeut, donc, comme son nom l'indique un peu, votre région, la région de la Riviera, Montreux-Vevey. Et vous présidez aujourd'hui le centre patronal depuis juin 2021. Comment est-ce que vous expliquez cet engagement pour le monde associatif et citoyen vaudois? Qu'est-ce qui vous y a fait entrer? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Si on prend depuis le début le conseil communal, mon grand-père est au conseil communal, mon papa également, je suis rentré. J'ai décidé d'arrêter, j'ai toujours dit que j'arrêterais le jour où ça devenait partisan. Partisan dans le sens parti, donc il y a eu une refonte sur Blonay où c'est passé à proportionnel, d'où les 18 ans et demi, puisqu'il y a eu des demi-années, et du coup, je me suis pas représenté. Et quand ça s'est su, on m'a dit il faut continuer et tout. J'ai dit non, mais moi, j'ai dit, voilà. Et on est venu me chercher pour reprendre la présidence de la promotion économique.
D'accord. Et puis en parallèle, il y avait l'engagement professionnel au sein de cette magnifique profession que celle de paysagiste. Et quelques années après, on m'a proposé de reprendre la présidence du centre patronal et du coup, j'ai dû me retirer de la présidence de Promeuve, à regret parce que c'est ma région, c'est des entreprises que je connais, des entrepreneurs qui créent des choses pour la région, pour le bien-être. Les objectifs, c'est notamment, c'est de permettre d'avoir des postes de travail à côté des lieux de domicile, puisque la Riviera, voilà, c'est un joli cadre de vie, mais il faut aussi avoir les entreprises à proximité pour éviter tous les problèmes de trajet, de surcharge, de mobilité, etc. Alors justement, s'il y a bien un élément que vous semblez partager tous les deux par vos activités respectives, c'est celui de faiseur de lien entre l'économie et la politique. Florence Betchart, à quel point c'est important pour le politique, au fond, de tisser un lien avec nos entreprises? Comment est-ce qu'on le fait quand on est présidente de parti, députée au Grand Conseil? Comment ça se passe en pratique? Alors, en pratique, on a beaucoup de contacts avec les associations économiques. On se voit de manière régulière pour des repas où on discute des sujets politiques sur la table. Et puis, je crois que c'est extrêmement important d'avoir des exemples concrets de la pratique. Je pense qu'on parle beaucoup de bureaucratie, par exemple, c'est un domaine où d'avoir des exemples qui nous viennent de la pratique, des exemples concrets, puis ça, je le demande souvent aux associations, c'est vraiment de donner, voilà, quel est un exemple concret où on pourrait améliorer les choses, parce que finalement, le processus législatif, c'est nous qui le faisons. Et puis, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire. On voit une inertie quand même de l'administration. Après, ce qui est parfois frustrant, c'est que nous, comme députés au Grand Conseil, il y a une certaine... Parfois, on mélange un peu les rôles. Et comme, disons, dans le public, même aussi parfois dans les entreprises, on ne comprend pas forcément que le rôle du député, c'est d'être un législateur et qu'il ne peut pas forcément entrer dans l'exécution des tâches de l'État. Et là, parfois, il y a peut-être une petite incompréhension et je pense que c'est important d'en discuter justement pour qu'on puisse comprendre nos compétences qui nous sont propres. Stéphane Krebs, est-ce qu'on constate aussi cette frustration dans le monde économique? Est-ce qu'au fond, on ne surestime pas un peu la capacité du législateur pour régler ces problèmes? Ou au contraire, comment est-ce que ça se passe du point de vue de l'économie privée? Alors, du point de vue de l'économie privée, c'est vrai que les questions soulevées par Mme Betchart par rapport à la compréhension mutuelle, ça dépend de beaucoup de facteurs. Alors, déjà, les entrepreneurs, les entreprises qui s'engagent sur le milieu associatif sont plus au courant aussi de cette différenciation. Et puis, autrement, de manière générale, oui, alors c'est très courant qu'on entend le fait, mais qu'est-ce que font nos politiques? On pourrait pas ci, on pourrait pas ça. Mais chacun a son travail bien ciblé, bien ordonné. C'est vrai que ça peut installer un certain nombre de mécompréhensions mutuelles. Mais sur le plan, quand on se parle comme ça, on n'a absolument aucun souci et on sait très bien par rapport à ça. Mais par exemple, un cas concret qu'on a, c'est, vous connaissez tous les règles de bonne gouvernance, tout le monde les prône. Et quand on regarde sur le plan politique, on devrait avoir quelque chose de très participatif à la base. Quand on commence à avoir une idée, on dit on pourrait faire quelque chose. Et très souvent, les choses se font au niveau de l'administration, politiquement et tout, et au niveau de l'économie, c'est très rare qu'on vienne, je sais pas de cas qui sont connus, enfin à ma connaissance, de dire en amont, tout de suite, en disant voilà, on a une idée, on aimerait faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, comment on pourrait faire pour être juste à l'arrivée? Très souvent, c'est le projet de loi est là, on le met en consultation, après c'est beaucoup de temps, d'énergie, de problèmes à régler à ce moment-là, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple au départ. Mais ça, je partage tout à fait cet avis et je comprends très bien ce que dit M. Krebs. C'est cette capacité à se mettre autour de la table pour résoudre des problèmes que l'État a beaucoup de peine à faire. Moi, dans le cadre d'une des fondations dans laquelle j'étais, on avait un projet qui était bloqué au sein de l'État et à un moment, j'ai dit mais pourquoi on n'arrive pas à tous se mettre à table pour résoudre ce problème? Et ça n'a pas marché. Et ça, c'est vrai que je comprends que de la part des entreprises, de la part des investisseurs, de ceux qui veulent faire quelque chose pour ce canton, eh bien, on ait l'impression de pas toujours être entendu, écouté par l'administration cantonale. Stéphane Krebs, au fond, je pose un peu la question, la première question que j'ai posée à Mme Betchart-Narbel tout à l'heure, un peu à l'envers, de par votre activité de président du centre patronal. Une des missions du centre patronal, c'est, entre autres, justement, de défendre les intérêts de l'économie privée. Alors, à quel point est-ce que c'est important aujourd'hui de faire ce lien? À quel point est-ce que c'est important de défendre l'économie privée, de porter cette voix aux politiques, face à l'administration, face à
auprès, au fond, de l'État en général? Parce que la promotion de l'économie au sens large du terme, c'est la qualité de vie qu'on a dans ce canton. C'est la qualité de vie, c'est toutes les infrastructures qu'on a, c'est le moteur. C'est le moteur. Les autres choses sont importantes, mais le moteur, c'est ça. Faire venir une certaine forme de plus-value pour le canton, pour les habitants, pour les résidents, pour les gens qui viennent travailler aussi dans notre canton, pour tout le monde, pour toute la société au sens large du terme. Et le potentiel de bien-être sociétal qui est délivré par les entreprises, par l'économie, est juste énorme. Alors, il n'est pas reconnu à sa juste valeur à l'heure actuelle. C'était différent à d'autres époques, mais il faut le promouvoir. Et au-delà de défendre, il faut promouvoir cet état d'esprit qui est très ouvert, qui est très participatif, qui est social et sociétal, hein, et qui est aussi environnemental, parce que, comme disait Madame Betchart, les moutons noirs, on les veut pas, on les veut nulle part, mais il y a tous les autres qui font énormément de bien et qui sont bienveillants et bienfaisants par rapport à la société en règle générale. Et ça, c'est un peu dommage ce qui se passe actuel. Mais on y travaille. Moi, c'est aussi un dossier, le partenariat public-privé notamment. On voit que dans le canton de Vaud, on a beaucoup de peine à admettre ça. C'est très dommage. Je pense que on a tout à gagner finalement de laisser les entreprises privées faire un certain nombre de tâches. Elles le font bien. Elles le font certainement parfois mieux que l'État. Et je pense que là, il y a vraiment un travail à faire dans le domaine de la santé notamment, où je trouve que, surtout dans le canton de Vaud, apparemment il n'y a pas du tout les mêmes problématiques à ce niveau-là en Suisse allemande, mais dans le canton de Vaud, à se battre pour que l'économie privée soit partie prenante dans les tâches étatiques, les tâches régaliennes qui pourraient être données à certaines entreprises. En étudiant vos parcours et vos intérêts respectifs, je n'ai pu que remarquer un intérêt peut-être commun pour le thème de la formation. Stéphane Krebs, vous avez enseigné notamment à l'Institut agricole de l'État de Fribourg, de nombreuses années. Florence Betchart-Marbel, vous êtes fréquemment intervenue à cet égard au sein de nos institutions et vous êtes membre de la commission thématique de la formation et de contrôle des HESSO. Alors Florence Betchart, quel portrait est-ce qu'on peut dresser de la formation dans notre canton aujourd'hui? Est-ce que l'apprentissage et l'université se portent bien? Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Je dis pas de progrès parce qu'il y a des choses qui marchent bien, comme dans tous les domaines. Et c'est là où je pense, c'est comme dans l'économie, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont mal. L'université a quand même un certain nombre de remous et je pense qu'il y a eu une politique depuis quelques années au sein de l'université qui a amené trop de militantisme dans l'université. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait se retrouver un peu plus dans une certaine neutralité de l'enseignement à l'université. Pour ce qui est de l'apprentissage, je pense que notre conseiller d'État, Frédéric Borloo, a déjà mis en place tout un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que moi, j'ai 2 enfants adolescents. Ce qui m'a frappé, j'avais déposé un postulat au Grand Conseil sur l'orientation professionnelle. Ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fin de leur scolarité obligatoire, ils étaient en VP, mais il n'y a pas eu un entretien avec les parents et l'élève pour dire qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu es sûr de vouloir aller au gymnase, et je trouve que rien que déjà d'avoir un entretien avec le prof de classe, les parents, l'élève, pour se poser la question, se mettre autour de la table, eh bien, ça me semble essentiel. Et ça n'a pas du tout, ça n'existe pas pour l'instant. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens. Je pense que les parents doivent aussi plus être impliqués à la fin de la scolarité pour discuter avec eux de ce que va faire son enfant. C'est vrai. Absolument cet avis-là, oui. Parce que le but que tout parent et que tout enfant veut, enfin, ou adolescent, c'est réussir. Et en fait, c'est l'apprentissage de la réussite. Et le fait de commencer comme apprenti, et puis après de réussir son apprentissage, d'avoir un bout de vie active, de pouvoir faire un brevet fédéral, de faire une passerelle, de pouvoir faire un pont vers une formation d'une HES ou autre, ou finir avec une maîtrise fédérale, c'est une succession de réussites qui est bienfaisante parce que il n'y a pas l'échec. Il peut y avoir un demi-échec, mais il n'y a pas, on n'arrive pas 3, 4 ans, 6 ans d'études, puis tout d'un coup, patacra, tout tombe. Donc ça, c'est important. Et puis l'autre chose qui est super importante, c'est créer, c'est faire. La réussite professionnelle, de pouvoir participer à quelque chose, d'œuvrer, d'avoir du concret, de pouvoir dire, voilà, j'ai rendu service à cette dame, j'ai été faire réparer son robinet, j'ai été réparer son chauffage, j'ai planté un arbre chez elle, j'ai fait... Voilà, c'est du concret. Puis le lien social aussi. Pas le lien social simplement
alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais entre élèves ou autres, ça il y a à l'école, mais le lien social, toute génération confondue, tous niveaux sociaux confondus, et ça c'est très important pour la cohésion sociale. Parce qu'on entend justement souvent que l'apprentissage n'est pas assez valorisé, en comparaison à l'alémanique par exemple, hein, en terre romande ça aurait moins bonne presse, entre guillemets. À quel point est-ce que c'est vrai selon vous? À quoi est-ce que ce serait dû? À quel point est-ce que la formation professionnelle, mais en fait, vous venez de le mentionner, ça peut être une chance pour nos jeunes? Ce que j'ai entendu dire, parce que je ne maîtrise pas tous les niveaux d'information au niveau de la formation, mais ce qui se dit dans les milieux concernés, c'est que les attentes des parents sont très différentes, et les élèves aussi, de dire voilà, on fait une maturité, et puis après on continue dans les études, parce que c'est ça qui sera bon et bien pour les jeunes. Sauf qu'il y a beaucoup d'échecs, c'est compliqué. Il y a aussi le fait de pouvoir se réaliser soi-même qui est plus problématique. Après, ce que je remarque comme parent, là je parle plutôt comme parent finalement, c'est que par rapport à quand moi j'ai fait ma formation, en fait ça s'est énormément développé. Vous parlez des HES, les formations en HES par rapport à quand moi j'étais étudiante, il y en a vraiment beaucoup plus. Et en fait, on n'a pas non plus, nous comme parents, la connaissance forcément de toutes ces formations qui existent. Alors, il y a le salon des métiers, mais voilà, il faut quand même avoir une démarche assez proactive. Et je pense que là, il y a vraiment dans l'information que les parents peuvent avoir sur tous les types de formations, sur tous les types. Moi, j'ai visité les HES, c'est formidable. Et puis, c'est vraiment des formations beaucoup plus pratiques aussi. Et je suis sûre qu'il y a effectivement pas mal d'élèves qui ne sont pas forcément faits pour faire des études et puis qui ont beaucoup plus de plaisir. J'en discutais avec quelqu'un que je connais qui a son fils qui fait du management du sport. Eh ben, il adore. Et je pense qu'il faut juste trouver la voie et que ça, il y a quand même un boulot à faire entre les parents. Je trouve que les parents restent quand même aussi un élément clé et qu'on les a un peu oubliés pendant quelques années. Et je pense qu'ils devraient aussi reprendre leur place à ce niveau-là. Vous avez évoqué tout à l'heure rapidement ce militantisme qu'on observe sur nos campus. Alors sans entrer évidemment dans les sujets un peu polémiques qui sont relatifs, on a quand même l'impression que ce militantisme, il est que d'un côté, hein, il est au fond, on peut le dire, que de gauche, sinon plus, et il touche même pas seulement les élèves, mais même certains professeurs. À quel point est-ce que c'est inquiétant cette croissance du militantisme sur nos campus? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Au contraire, est-ce que finalement, c'est pas si grave qu'il y ait une formation de l'opinion politique qui se fasse en même temps que la formation du savoir? Non, je pense que ça va pas à un certain moment. Et il y avait un article dans le Temps de ce week-end qui était assez édifiant à ce niveau-là, de montrer à quel point, justement, il y a quand même certains étudiants, et ça m'est revenu à mes oreilles, qui trouvent que l'enseignement en tant que tel est très orienté. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. En droit, voilà, on nous explique qu'il y a la doctrine majoritaire qui pense ceci, la doctrine minoritaire qui pense cela, et puis c'est une confrontation d'idées. Le prof peut donner son avis. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner son avis, mais à un certain moment, de soutenir des causes militantes qui n'ont plus beaucoup de liens finalement avec l'enseignement de base. Là, je pense qu'on a un peu dépassé les bornes ces dernières années à l'Uni de Lausanne. Vous venez plutôt de la formation professionnelle, et c'est ce que vous valorisez, mais est-ce que vous portez aussi un regard sur cette actualité de militantisme sur nos campus? Oui, alors j'ai eu l'occasion d'être invité par le rectorat de l'UNIL, et c'est vrai que je suis sorti surpris. On dira ça, surpris. Mais pour moi, l'université au sens large du terme, hein, c'est l'échange des idées, c'est le partage, c'est essayer de comprendre les choses, c'est tout cet aspect qu'on dit académique, mais voilà, qu'on prend un peu de hauteur, et puis ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble, puis de connaître les idées des autres, et on n'est plus du tout là-dedans. Quand je dis surpris, c'est ça, je dis moi je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu. D'accord. Et vous voulez nous en dévoiler un petit peu de ce que vous avez vu ou... Je recommande d'aller voir par soi-même, parce qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ça. D'accord. Moi, j'insiste pas. Je vous propose de passer au sujet de la mobilité, un enjeu qui n'a pas fini d'animer l'actualité lémanique, vaudoise, sinon suisse, ces prochaines années, même ces prochains mois. Alors peut-être d'abord, Florence Betchart-Narbel, quel portrait est-ce que vous dressez de la région lausannoise en termes de mobilité? Quels sont les enjeux? Est-ce que la situation est satisfaisante? Sinon, quelles problématiques est-ce que vous identifiez? Bon, alors il y a la problématique de la ville de Lausanne en tant que telle, la commune de Lausanne, qui
veut à tout prix, à mon avis, restreindre l'accès de Lausanne aux automobilistes. Et ça pose un problème comme capitale cantonale d'avoir des gens qui vous disent moi je ne viens plus à Lausanne parce que j'arrive plus à entrer, j'ai plus de place de parc, etc. Donc je pense la municipalité de Lausanne actuelle a voulu aller comme un bulldozer, enlever beaucoup de places de parc, mettre beaucoup de pistes cyclables. Il y a cette question du 30 km/h, mais où justement le PLR a trouvé un accord avec la municipalité de Lausanne pour dire, en tout cas les grandes pénétrantes doivent rester à 50 à l'heure, et puis dans les quartiers résidentiels on peut être à 30, et comme habitante de Lausanne, je pense qu'effectivement dans les quartiers résidentiels c'est tout à fait agréable d'avoir du 30 à l'heure. Mais je pense qu'aujourd'hui on doit garder un accès garanti aussi aux gens qui ne viennent pas de Lausanne, et qui puissent, parce que Lausanne se meurt un peu du point de vue des commerces, on voit beaucoup de commerces qui ferment, parce que les gens se disent finalement moi je vais tout aussi bien à Morges, je suis mieux accueillie qu'à Lausanne. Et là je pense que la ville de Lausanne fait une erreur en se disant on doit enlever la voiture du centre-ville. Pour les habitants, on entend d'autres sons de cloche, donc c'est toujours aussi difficile à pondérer cet équilibre. Et je pense qu'il y a quand même effectivement des endroits où on peut se dire c'est vrai que d'avoir des espaces verts, des places sans voiture, c'est aussi agréable pour tout le monde. Les parkings sont quand même assez vides, les gens peuvent aussi aller dans les parkings. Pour le prix, en fait, si on compte 2 heures de parking ou 2 heures de place de parc en ville, c'est plus ou moins le même prix. Donc la différence, elle n'est pas si énorme d'aller dans un parking couvert. Mais je pense qu'on doit cohabiter et faire cohabiter le plus de modes de transport ensemble. Et c'est par une bonne... Ce que je trouve, c'est qu'à Lausanne, il n'y a pas eu une réflexion globale. On a fait des aménagements à toute vitesse sans avoir une réflexion globale sur les aménagements urbains. Et on se retrouve avec vraiment des choses absurdes. D'accord. Ouais. Stéphane Krebs, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi dans d'autres communes, dans votre région, par exemple, dans la Riviera? Oui, absolument. Le problème de Lausanne se retrouve dans certaines villes, une en particulier sur la Riviera. Maintenant, au niveau plus global, au niveau de notre canton, même de la Suisse romande, peut-être même au-delà, j'ai l'intime conviction que tout ce qu'on a gagné comme année, comme espérance de vie, on l'a perdu en perte de mobilité. En perte de temps. On gagne 2 ans en X années d'espérance de vie, mais on perd 2 ans de trajet pendant sa vie, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. J'ai trouvé le parallèle pas mal. J'ai entendu à la radio une fois, je me suis dit, tiens, c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Et puis après, il y a des choses qui fonctionnent très bien. J'ai eu l'occasion de me rendre pendant quelques années à Genève régulièrement pour un projet. Je prenais le train, c'était parfait. Il n'y avait aucune raison d'aller en voiture, aucune raison. Et puis d'autres fois, dans mon activité, je fais des sauts de puce un peu partout. Et ça serait juste irréalisable de faire tout ça en une journée en prenant les transports publics. Donc c'est vraiment chacun trouve l'intérêt. J'ai aussi mon vélo, puis je fais ce que je peux en vélo. Mais voilà, des fois, il y a des successions de choses qu'on n'arrive pas à faire. Et puis par rapport au côté urbain, alors oui, il y a des îlots de chaleur, oui, il faudrait avoir moins de voitures, mais de l'autre côté on dit qu'il faut des voitures électriques, alors pourquoi on empêche les voitures électriques aussi de venir en ville? Enfin, il y a tout cet aspect-là, et en fait, la solution, elle n'est pas unique. Il faut répondre aux attentes de tout le monde, donc il faut des places de parc, il faut des voitures, il faut favoriser les transports, déjà à pied, parce qu'on a l'impression, mais à pied, ça va très vite et on est beaucoup plus flexible qu'un vélo ou à vélo. Et c'est vraiment multipodal. Et ça, il faut vraiment. Et puis, il faut planter des arbres en ville. Ça, c'est vrai. Mais il faut aussi ménager tout le monde. Mais après, moi, je suis très contente de la refonte du M3, notamment portée par Olivier Français. Je pense que c'est un bon projet pour Lausanne, pour la région lausannoise. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça, les projets de transport public, d'agglomération, pour le bien du canton. On dit toujours « Ah, mais c'est des projets lausannois ». Mais non, ça a un impact finalement sur ceux qui viennent à Lausanne, parce que si on a une ligne de métro où on peut s'arrêter au bord de la ville et puis prendre le métro, finalement, ça peut aussi désengorger les villes. Et moi, souvent, quand on est à l'étranger, on n'a pas du tout de peine à faire ce genre de démarche. Donc, je pense que c'est des projets qui sont des projets vaudois, ces projets de tram, de transport public de la région de lausannoise. Et j'espère que ça va avancer maintenant un peu plus vite aussi pour la gare de Lausanne, pour qu'on ait une infrastructure de qualité pour le canton de Vaud. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est que ma libre appréciation, mais on a 30 ans de retard dans les infrastructures.
les décisions n'ont pas été prises ou mal prises, ou l'appréhension du problème a été mal faite ou que partielle, et du coup, on a les conséquences maintenant. Mais il faut vraiment rattraper ce retard, parce qu'autrement, on va être complètement congestionné. Il y a des endroits dans le monde, pour ceux qui voyagent un peu puis qui ont l'occasion d'aller de se rendre compte, c'est juste aberrant ce qu'il y a. Et il ne faudrait pas en arriver ici, à cet état. Vous dites justement on a 30 ans de retard en ce qui concerne certaines infrastructures. J'ai presque envie de dire qu'on en a plus, parce que l'autoroute A1 a été conçue en 1964. À l'époque, le district de Nyon comptait 29 000 habitants. Aujourd'hui, exactement 60 ans plus tard, le district de Nyon compte 107 000, donc 3 fois plus, et la A1 n'a connu aucune modification d'envergure. On a mis un peu des barrières, etc., mais il n'y a rien qui a fondamentalement changé dans la capacité d'utilisation. Et les Suisses, les Vaudois, vont voter en fin d'année, probablement au mois de novembre, sur le PRODES, le projet de développement stratégique des routes nationales suisses, paquet de 6 aménagements autoroutiers qui prévoit une nouvelle voie autoroutière entre Nyon et le Vengeron, dans le canton de Genève, justement sur ce tronçon de l'A1. Stéphane Krebs, à quel point est-ce que ce projet il est important pour notre économie ou pour la population en général? Je pense déjà pour les utilisateurs. Les entreprises sont une chose, mais c'est tous les collaborateurs qui vont régulièrement sur Genève ou qui viennent sur Nyon pour travailler. Et ça, c'est du temps perdu. Je parlais avant de l'utilisation de l'espérance de vie pour faire des trajets, on est exactement là-dedans. Alors idéalement, il faudrait qu'ils aient en train, il faudrait qu'ils aient on est d'accord, mais après, depuis la gare, aller ailleurs, il n'y a pas forcément le métro, il n'y a pas les transports publics idéaux qu'il faut. Et puis au cours de la journée, il faut peut-être se déplacer, donc c'est plus compliqué. Donc il faut absolument le faire, mais c'est une question de bien-être social, pour ces gens-là. Après, il y a toute la question de perte de temps aussi au niveau des entreprises. On parle d'inflation, mais vous imaginez si une entreprise, pour envoyer, réparer quelque chose ou faire un travail sur un chantier, perd une demi-heure aller, une demi-heure retour, c'est 10% d'augmentation de la facture. Voilà, juste ça, ça permettrait d'avoir énormément de gains de temps. Florence Betchart, à quel point est-ce que ce projet est important à vos yeux? Oui, alors je pense qu'il est important. D'abord, il y a effectivement le fait qu'on n'ait pas adapté l'autoroute à la démographie. Je veux dire, on parle des écoles, avant on parlait de formation. Les écoles, on n'envisagerait pas d'avoir les mêmes classes qu'en 1964, alors que la démographie a beaucoup augmenté. Donc là, c'est un peu la même chose finalement. Cette autoroute, elle est restée la même, alors même que la capacité et le nombre de voitures qui y sont ont exponentiellement augmenté. Donc il y a ça, et puis après, il y a le bien-être finalement aussi des villages. Parce qu'on sait que quand on a un bouchon, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on passe par des petites routes en se disant « j'irai plus vite » et puis au moins ça roule. Et puis résultat, tous les petits villages sont congestionnés. Et là, de nouveau, je pense que c'est un projet qu'il faut voir comme cantonal et pas seulement local de la région de Nyon. Ça fera du bien à tout le canton et ça évitera la surcharge aussi des petits villages qui sont vite congestionnés. Et puis je rajouterai une chose, c'est pas parce qu'on va mettre une troisième voie pour se rendre à Genève que je vais prendre ma voiture. Je prends mon cas, moi je vais prendre le train parce qu'il n'y a pas photo. Non, absolument. Cette théorie d'aspirateur, de générateur à nouvelle voiture, elle est un peu fumeuse. C'est pas parce qu'on construit un hôpital qu'il y a plus de malades. Au fond, ça aspirera, si ça doit aspirer des voitures, ça aspirera probablement les voitures du réseau secondaire que vous mentionniez, les automobilistes qui sont obligés de passer par les villages alentours parce que même si à vol d'oiseau c'est plus long, la circulation est plus fluide, a priori. Et puis c'est vrai que moi, alors, où je partage, c'est que parfois on n'a pas le choix de prendre sa voiture. C'est-à-dire, on doit aller amener son enfant à la crèche, après vite aller au boulot, où on travaille dans des régions où il n'y a effectivement pas tant qu'on perd du temps avec les transports publics, les gens continueront à prendre leur voiture. Et là, on est encore dans un modèle où il y a beaucoup de villages qui ne sont pas assez bien desservis pour que tout le monde aille en transport public. Je pense que la voiture a encore de belles années devant elle. Ce problème de pendularité, de gens qui doivent se déplacer pour aller travailler, alors je vais enfoncer un clou, mais d'un côté vous avez l'entreprise qui est là où ils travaillent, le lieu de travail, et puis de l'autre côté vous avez le lieu de résidence. Toute la problématique, c'est qu'on ne rejoint pas les deux. Alors d'un côté, on ne veut plus d'entreprises en ville,
On veut des magasins, on ne veut plus les entreprises en ville, et puis ni dans les villages, et puis les gens ne veulent pas habiter. Voilà, il manque une mixité du tout, quoi. Je l'ai évoqué à l'époque où j'étais président de la promotion économique Rivière-à-Lavaux. Le but, c'est ça, c'est d'amener des entreprises. Alors, on n'a plus de terrain, c'est compliqué, etc. Mais il faut amener les postes de travail proches de l'habitat et vice-versa, amener des postes, des lieux de résidence et d'habitation à proximité des entreprises pour éviter cette pendularité, ces trajets qui sont pour rien. Et là, on gagne en qualité de vie pour les gens, juste pour les gens, c'est énorme. Vous imaginez 1h30 de trajet économisé chaque jour à titre privé, c'est fou. Et c'est ça qu'on doit faire. Mais quand je dis qu'il y a 30 ans de retard, peut-être qu'il y a plus, mais la prise de conscience des autorités politiques, pas législatives, tout le monde dit oui, c'est bien et tout, mais il n'y a rien qui se fait de ce côté-là. Regardez dans les zones, des nouvelles zones type artisanales ou petite industrie, c'est interdit d'avoir des habitations dessus. Mais pourquoi ? C'est la paix royale. Le week-end, il n'y a aucune activité. C'est super tranquille, etc. Il y a ça. Puis dans les villages, les petits artisanats, dans les villages, on dit on ne veut plus de bruit, on ne veut plus ça. Ça crée du mouvement. Ouais, mais enfin, autrement, tu vas dans un quartier fermé, bouclé. Voilà, sécurisé. Vous vouliez réagir ? Oui, deux choses. Un, il me semble qu'en Suisse allemande, ils sont capables d'aller beaucoup plus vite et d'avoir des infrastructures de mobilité qui vont mieux. Donc, c'est possible à faire en Suisse. Et je me dis, chez nous, on a quand même cette inertie dont je parlais au début, qui est quand même terrible, à mon avis. Et puis, l'autre chose, sur les logements, le problème, c'est qu'on a aussi une pénurie de logements. Donc, les gens n'ont pas toujours le choix de leur lieu. Moi, ça m'est arrivé. Je suis partie aux États-Unis. En revenant, voilà, j'ai pris ce que je trouvais au départ. Et on n'a pas toujours le choix de notre lieu exact par rapport à notre travail. Puis on se dit, ça va aller, on va travailler, penduler un peu. Et puis, ça dure parce qu'on a pénurie de logement. Et là, je pense que sur le logement, il y aurait aussi pas mal de choses à dire, notamment sur tous ces projets d'habitation qui sont refusés en votation populaire parce que les gens ne veulent pas avoir plus d'immeubles vers chez eux. Mais à un certain moment, dans l'équilibre de vie, il faudra quand même penser qu'on a besoin de ces logements, comme on a besoin d'extensions autoroutières, comme on a besoin de nouvelles infrastructures de transport public. Et on doit voir vers l'avenir. Je trouve que dans le canton, moi, ce qui me frappe en ce moment, c'est qu'on est un peu bloqué comme ça. On est bloqué et puis on voit peu un nouveau modèle d'avenir avec une croissance qui doit être qualitative et quantitative quand même. D'autant plus que c'est au fond le pouvoir fédéral qui peut décider d'un aménagement autoroutier. C'est même pas au fond nos autorités cantonales, quand bien même. Et ici, on a au fond la chance, entre guillemets, que nos autorités parlementaires aient pensé à intégrer une jonction autoroutière romande. Je crois qu'il faut la saisir. Oui, et puis si on ne la saisit pas et si le peuple vaudois vote non en novembre, c'est clair que dans les projets fédéraux, on risque d'être un peu mis en queue de liste. Donc il y a vraiment une importance à ce que le canton de Vaud vote oui à ce projet-là pour qu'on ne soit pas en queue de peloton dans les projets qui vont être mis en route, parce que j'imagine qu'au niveau fédéral, ça devrait être accepté de manière assez large. Oui, il faut absolument que ça passe. Mais les causes qu'on a parlé, et surtout les bienfaits, pourquoi il faut les faire, les avantages, il faut aller au-delà de ça. Il faut voir le bienfait collectif de tout ça. La tendance à la personnalisation des choses, je pense que je vais être différent, on voit son propre intérêt, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit au niveau de la collectivité, c'est l'engagement personnel au service de la collectivité, c'est quelque chose dont il faut faire la promotion et qui est extrêmement valorisant pour les gens qui le font, et puis aussi pour les résultats plus globaux. Quand vous créez un collectif, puis vous faites quelque chose, vous œuvrez en faveur de quelque chose pour la collectivité, pour tout le monde, pour l'ensemble des habitants du canton de Vaud, voilà, il faut donner un peu de sa personne, il faut céder peut-être quelque chose et tout, mais dans la globalité, tout le monde vivra mieux. Et c'est ça, c'est ce tout le monde qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Ça, c'est important. Je propose que nous abordions maintenant un sujet qui touche tous les Vaudois, tous les Vaudoises et tous les Suisses, évidemment, la fiscalité. Stéphane Krebs, comment est-ce que vous décririez la fiscalité dans notre canton ? Alors, je vais citer
l'Office des statistiques suisse qui dit que le canton de Vaud est le canton qui exploite le plus son potentiel fiscal. Voilà, c'est tout dit. C'est là qu'on paye le plus, on est le plus sollicité par rapport à ça. Mais ça, c'est en plus de devoir passer à la caisse, si j'ose le terme, c'est aussi de la compétitivité qui manque et c'est aussi de l'argent qui manque dans les ménages. Donc on parle d'inflation et autres, mais bon, je vous rappelle que l'inflation rime aussi avec augmentation d'impôts, puisque s'il y a une inflation de manière paritaire, il doit y avoir une augmentation aussi du salaire, en adéquation avec tous les partenaires sociaux, et puis du coup l'État a aussi plus d'argent, donc l'État a besoin de plus d'argent, mais demande aussi plus d'impôts, puisque c'est proportionnel, et du coup, de ce point de vue-là, et ça c'est un vrai problème. Florence Betschart, quelles sont les solutions que le monde politique peut amener, si vous constatez la même chose que... Alors je constate la même chose et j'entends beaucoup la même chose et on voit les comparaisons intercantonales qui sont quand même pas très favorables au canton de Vaud. J'ai écouté votre premier podcast avec mon collègue de parti Olivier Feller qui disait un certain nombre de choses que je partage totalement, de dire les prestations dans les autres cantons, on paye moins d'impôts, mais on n'est pas dans un désert, ni social, ni sanitaire, ni d'infrastructure. Quand on est même dans le canton de Zurich, où on paye quand même, je pense, 20% de moins d'impôts à peu près pour les mêmes revenus. Donc, il y a quand même une question qui se pose sur les dépenses de l'État au niveau vaudois. Et puis, je pense il le disait aussi, on a plus un problème de dépenses que de recettes. C'est-à-dire qu'on voit que les revenus d'impôts continuent d'augmenter et que, par contre, les dépenses continuent. Et donc là, il y a un problème. Je pense que ce n'est pas si facile. Là, justement, c'est dans le... Il n'y a qu'à Faucon, c'est assez difficile. Ça veut dire qu'il y a quand même une habitude de la population vaudoise à certaines prestations, aussi des prestations sociales, et revenir en arrière sur certaines, notamment je pense aux 10% de l'assurance maladie, on a toujours dit que ça allait être très compliqué, et que nous, en tout cas, notre parti ne va pas demander ça. Par contre, je pense qu'on peut avoir une efficience de l'État sur certains sujets, sur certaines tâches qui ne sont pas des tâches que j'estime régaliennes. L'État n'a pas à faire... Il y a plein de choses qu'il veut faire ou qu'il se met à faire. Et puis, l'économie privée pourrait tout à fait faire ça, plutôt que ce soit l'État de Vaud qui le fasse. Et puis, je pense qu'il y a quand même déjà, et ça il faut le dire, il y a eu une impulsion depuis le début de cette législature avec un certain nombre de baisses d'impôts qui ont déjà été faites, notamment sur les déductions d'assurance maladie, sur un rabais de 3,5%. Alors j'entends des associations économiques qui vont dire que ce n'est pas suffisant, mais pendant 20 ans, alors que les finances allaient bien dans l'État de Vaud, on n'a rien fait, et aujourd'hui on le fait alors que les finances sont un peu plus difficiles pour l'État de Vaud. Il y aura encore une pression politique pour qu'il y ait encore des efforts qui soient faits, effectivement pour qu'on redevienne attractif et compétitif à ce niveau-là, parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup entre les gens qui partent dans notre canton à la fin de leur carrière, plutôt à la fin de leur carrière professionnelle, ou le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux habitants fortunés qui permettent, et ça, il faut le dire, il faut aussi arrêter de dire à ces riches... certains habitants fortunés permettent de mener des politiques sociales. Donc, il faut les accueillir et il faut qu'on ait une politique aussi accueillante pour ces gens-là qui ramènent au canton. C'est ça, une minorité de personnes aisées paye une majorité de l'impôt, finalement. Vous me voyez venir, Stéphane Krebs, les milieux économiques ont lancé cette initiative, baisse d'impôt pour tous, qui a récolté 28 000 signatures sur 12 000 requises, c'est quand même conséquent, qui demande une diminution de 12% de l'impôt pour toutes celles et ceux qui en paient sur le revenu et sur la fortune. Est-ce qu'au fond, quelles actions pourraient être prises maintenant ensemble avec le monde politique? Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Déposer une deuxième initiative à moins de 30%. Plaisanterie mise à part, moins 12%, c'est un strict minimum. C'est un strict minimum pour avoir un équilibre. On est mal servi dans notre canton. Toute la discussion qu'on a eue, une grande partie ici, c'était fait sur des choses qui pourraient être améliorées, des problèmes par rapport à d'autres cantons, etc. On n'est pas très bien servi quand on regarde. Quand on va au
Qui c'est qui va le guichet de sa commune au canton et qui dit c'est super, vous téléphonez à une administration, c'est seulement 2 heures de disponible, vous voulez avoir quelqu'un, vous n'arrivez pas. Ce matin, une architecte me disait ils prennent plus de dépôt de mise à l'enquête publique maintenant, la prochaine fois c'est mi-août. On n'est pas très, très bien servi, il faut quand même le reconnaître. Et on paye cher. Et finalement, dans le marché, c'est ça. Et le marché, c'est rien d'autre que le consommateur dont on parlait avant est le prestataire de service qui délivre. Et si ça ne fonctionne pas, il y a une disparité. Et s'il y a des gens qui partent du canton et d'autres qui viennent, je vous laisse deviner qui part et qui vient, le problème, il est là. Le problème, il est là. On n'est pas servi proportionnellement à ce que les contribuables payent. Parce qu'au fond, avec moins 12%, le canton de Vaud resterait un peu légèrement au-dessus de la moyenne intercantonale. Est-ce que c'est pas quand même faisable, Florence Betchart? Alors, c'est assez délicat pour moi. Le parti ne s'est pas prononcé sur l'initiative des milieux économiques. Il y avait une question de timing qui nous posait problème au moment où elle était lancée. Aujourd'hui, on attend un contre-projet du Conseil d'État à l'initiative. J'espère qu'il va arriver ces prochaines semaines. Et puis, on verra ce qui est proposé par le Conseil d'État. C'est clair qu'il y aura des discussions assez sérieuses à ce niveau-là. Et c'est clair que nous, on entend, et en tout cas, on le répète au Conseil d'État, qu'il y a une attente des citoyens pour avoir une inflexion de la politique fiscale vaudoise. Maintenant, il y a des charges qui sont impondérables, et puis je pense que j'espère que c'était une boutade, mais je pense que 30%, ça, clairement, ça va être un peu difficile. Très bien. Non mais, plaisanterie mise à part, le canton peut faire plus que 12%. Et cet argent retournera dans l'économie auprès des ménages et tout, et ils vont se faire plaisir avec cet argent-là. C'est pas comme si on le prend et on la met un peu partout comme ça et tout. C'est vraiment ciblé, c'est les gens qui travaillent, qui contribuent, qui sont là, qui vont en bénéficier. Et ça, c'est très, 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 très important. On arrive tout soudain à la fin de ce podcast. Peut-être avant de terminer, Florence Betchart-Narbel, quelles sont les perspectives, les défis, les enjeux que vous allez empoigner à court, moyen, long terme dans le monde associatif, politique, professionnel? Au fond, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoutez, d'abord souhaiter effectivement que l'économie vaudoise fonctionne bien, qu'on ait des perspectives d'avenir qui soient réjouissantes pour la population vaudoise. Et je pense que ce que je disais avant sur de rester bloqué dans le passé, je pense qu'il y a vraiment un discours à faire changer. Aujourd'hui, on entend aussi beaucoup la gauche, ou parfois, quand on entend la gauche, on a l'impression d'être dans Zola, en Suisse. Et puis en fait, ce n'est pas la réalité de beaucoup. Alors moi, je nie pas qu'il y a des personnes qui ont des difficultés en fin de mois, qu'il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles, mais il y a aussi une économie qui fonctionne bien, des entreprises vaudoises qui sont dynamiques. Et je pense qu'on doit valoriser ça, on doit avoir un discours beaucoup plus positif, sur l'avenir. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. Je pense que c'est comme ça qu'on se développera et qu'on aura des nouvelles infrastructures, tout un certain nombre de choses pour le bien de la population. Stéphane Krebs, même question. Quel défi, quel projet vous allez empoigner à court, moyen, long terme dans le monde associatif, professionnel? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? J'élargirais la discussion en disant qu'on vit dans un canton merveilleux, un pays magnifique. On a beaucoup de chance. Il faut se rendre compte qu'on a beaucoup de chance d'habiter où on est. Effectivement, on en a discuté, il y a des choses à améliorer. Et pour ça, il faut reprendre l'esprit de nos parents et de nos grands-parents qui ont été visionnaires, qui ont vu les choses. Et c'est dans cet esprit-là qu'on doit aller. De quoi sera fait notre vie et la vie de nos enfants, pour des principes de durabilité aussi par rapport à ça, qu'ils soient économiques, environnementaux ou sociétaux, pour se projeter dans l'avenir, peut-être qu'est-ce qu'on veut faire. Et après, on doit se donner les moyens d'y arriver. Et ça, c'est très, très important sur beaucoup de sujets de manière complètement transversale et qui vont au-delà des problématiques sociales, partisanes. Voilà. Je pense qu'il faut oublier ça. Parce que moi, mon parti ne m'a pas donné de consigne, donc je suis totalement libre. Je vais mettre libre penseur, une petite boutade, mais gentille. Et c'est ça, on doit travailler ensemble, avoir une meilleure cohésion sociale pour tendre vers une vision commune à tous et toutes. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. Florence Betchart-Narbel, Stéphane Krebs, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et merci de la qualité de ces échanges. Merci à vous. Merci beaucoup.